Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La Guinée a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture le 10 octobre 1989. Plus de 20 ans après, les organes de défense des droits de l'homme guinéens reviennent sur le bilan de la Guinée dans le domaine de la lutte contre la torture en cette journée internationale de soutien aux victimes de cette pratique. Ces efforts au plan juridique cachent mal les nombreux cas de torture enregistrés dans le pays et pour lesquels l'impunité des auteurs reste assurée. Pour s'en convaincre, il convient de se rappeler du film ignoble de torture infligé à M. Ibrahima Diogosso par des éléments de la brigade anticriminelle de Kakimbo. En Guinée, la torture est toujours une triste réalité, ce malgré la punition de cette pratique dans le nouveau code pénal, promulgué le 26 octobre 2016 en son article 232. Oui, notre code pénal, mais enfin le nouveau code pénal, incrimine la torture. Mais le phénomène est têtu et résistant. Chaque année du 26 juin, le Haut Commissariat des droits de l'homme constate les avancées dans la lutte contre la torture et formule des messages à l'endroit des pays ayant ratifié la Convention des Nations Unies contre cette pratique. Les États ont l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de torture dans n'importe quel territoire relevant de leur juridiction. Ceux qui commettent des actes de torture seront poursuivis où qu'ils se trouvent. De plus, les victimes de la torture ont un droit à la réhabilitation et à la réparation. En attendant que les magistrats prennent leurs dispositions pour mettre en application les sanctions pénales encourues par les personnes qui se livrent à cette pratique, la torture reste bel et bien une réalité en Guinée. Solidarité avec les réfugiés, c'est le thème retenu pour célébrer cette journée. Dans son intervention, le comité de coordination des réfugiés à Conakry a remercié la Guinée qui, depuis plusieurs années, reçoit des milliers de réfugiés de la sous-région et d'ailleurs. Mamadi Kaba est revenu longuement sur les difficultés socio-économiques, sanitaires qu'éprouvent les réfugiés. Il plaide pour leur réintégration. Mais au Haut Commissariat pour les réfugiés, cette voie n'est plus à l'ordre du jour. Certes, cette réinstallation, bien sûr, est une solution durable parmi tant d'autres. Mais ce que vous devez savoir, nous ne sommes plus à ce stade-là. Les réfugiés nouvellement arrivés ont bénéficié de la réinstallation de groupes. Le Haut Commissariat pour les réfugiés évolue en fonction des priorités. Actuellement, il est sollicité par d'autres citoyens qui fuient des conflits. Avec le gouvernement, il propose l'intégration locale ou le rapatriement volontaire dans leur pays d'origine. Et c'est pourquoi l'intégration locale est une solution durable que nous encourageons. Parce que cela va permettre à ceux qui sont par exemple à l'intérieur de bénéficier des terres agricoles, de pouvoir construire des maisons à eux et de vivre la même vie que les communautés d'accueil. Et c'est ça la solution, une des solutions durables. C'est vrai, ils évoquent la réinstallation. La réinstallation, c'est une des solutions durables, mais qui n'est ni à la portée du gouvernement guinéen, ni à la portée du bureau de l'OHCR en Guinée. Le comité de coordination des réfugiés à Conakry affirme que ceux qui ont tenté l'intégration locale en Guinée ont échoué. Il y a des communautés qui ont déjà été intégrées en Guinée avec un montant de 3 500 000 et toutes ces communautés ont échoué. À la fin de la cérémonie, des kits sanitaires ont été distribués aux réfugiés nécessiteux. Pour débarrasser Conakry des déchets solides, le gouverneur entend impliquer tous les citoyens. La meilleure formule consiste selon lui à mobiliser les chefs de quartier qui, à leur tour, vont passer un message d'information et de sensibilisation. Le gouvernement a décidé que le dernier samedi de chaque mois soit consacré pour l'assainissement de la ville de Conakry. Il fallait appeler les chefs de quartier qui gèrent les populations au niveau de leur quartier pour leur passer l'information, à charge pour eux de diffuser cette information au niveau de leur population. Voilà de quoi il a été question de discuter ce matin avec le chef de quartier.
Plusieurs départements ministériels sont associés dans l'exécution de ce plan d'urgence. À travers ces structures, le ministère de la Jeunesse a fait recruter 13 000 jeunes. On a la direction de la GTIP qui est l'ancrage du projet de la mise de l'identification, de la mobilisation de 13 100 jeunes et de leur planification sur les 129 quartiers de Conakry. À cet effet, on a mobilisé nos représentants au niveau des communes, les DCJ, de travailler en synergie avec les chefs de quartier pour l'identification des jeunes, pour leur enregistrement. Les chefs de quartier sont favorables au plan établi. Ils ont tout de même exprimé la nécessité de les associer dans toute la chaîne du commandement pour mieux planifier le travail du terrain. Et cette fois-ci, ce que nous avons entendu ici, nous sommes rassurés que certainement ce plan d'urgence va avoir un impact positif sur l'assainissement de la ville de Conakry. Surtout si, après les travaux, on met les moyens à la disposition des collectivités pour que l'activité puisse être pérenne. Le ministère de la Jeunesse invite les citoyens à déposer les ordures aux lieux indiqués à défaut de se faire abonner au niveau des PME. Dans la région forestière, c'est à Kissidougou que la promo Shell Extra Challenge a démarré. Dans cette station, ils étaient plusieurs clients à bénéficier des avantages du Happy Hour. Au-delà, direction un peu plus au sud. En arrivant dans la commune urbaine de Nzérékoré, c'est dans la station Shell de Bouma que l'équipe Vivo Énergie a entamé son animation. Durant le Happy Hour, tous les clients qui sont passés acheter du carburant ont bénéficié de cadeaux, notamment des cartes Liberta de 100 000 francs guinéens. Et je suis content, je suis très content. Je suis très content d'avoir ça. Parce que je suis libre maintenant. La carte de Liberta là, moi, le fait que moi j'ai trouvé ça, je suis content. Parce que je suis libre maintenant. Là où je veux partir maintenant pour accéder les choses, je suis content. Shell est en train de faire une situation qui est en train vraiment de nous satisfaire. Alors parce que actuellement, compte tenu de la conjoncture des gens, si toutefois ils font des promos comme ça, vraiment c'est encourageant, c'est bon. Les autres clients, c'est de venir vers Shell pour s'approvisionner en carburant. Vraiment, Shell, c'est bien. La seconde étape du Happy Hour, la station de Ona, située en face de la gare routière de Zali. Les usagers ont pris d'assaut les lieux au point de former une longue file d'attente. Cette initiative est bien appréciée des propriétaires des stations Shell qui trouvent dans cette campagne un engouement pour attirer plus de clients. Ce que j'appelle sa stratégie, cela va pousser nos clients encore à venir davantage et payer, continuer à payer. Parce qu'ils savent qu'ils vont s'attendre à quelque chose. Surtout qu'il y a certains qui reçoivent déjà des cartes Liberta. Moi, j'invite les clients, pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de payer le carburant à Vivo, je les invite à venir payer le carburant parce que Vivo ne revend que du super dans ces stations. Donc je remercie la compagnie Vivo d'être venue pour mettre nos clients en confiance envers nos stations. J'insiste à ce que cette opération se répète chaque année. Et surtout à Nzérékoré, j'aurais souhaité que ce soit les mardis, le grand jour de départ pour la capitale Conakry. Dans cette caravane, les clients, réjouis de la promo de Vivo Énergie, invitent la société à continuer de telles opérations de façon périodique. Comme tous les matins, Frédéric fait le tour de son verger de cerisiers. À chaque inspection, c'est le même constat, ces cerises sont infestées. À première vue, certaines grappes semblent parfaites, mais à y regarder de plus près, on aperçoit des petites traces de piqûres, celles d'une mouche asiatique, la Drosophile Suzuki. Elle ponce l'œuf à travers la peau de la cerise, et ensuite le ver se développe à l'intérieur et la cerise devient toute molle, toute flasque et le jus coule très facilement. Bon, c'est des cerises qui sont impropres à la vente, elles sont immangeables. Mesurant moins de 4 mm, cette mouche microscopique fait des ravages dans les vergers français. Apparue dans l'Hexagone en 2010, elle a colonisé tous les pays d'Europe occidentale, s'attaquant aux fruits colorés à maturité comme les cerises, les fraises ou encore les abricots. La météo humide des derniers mois a favorisé sa prolifération. En 2 ou 3 jours, la totalité de la récolte peut être perdue. Ça va à une vitesse dingue. Et il n'y a pas grand-chose, il y a quelques moyens de lutte, mais pas 100% efficaces.
Disons que là j'ai perdu la totalité de la fin de la récolte. Oui. Car cette Suzuki n'a pas de prédateur naturel connu en Europe, comme c'est le cas en Asie. Un insecticide puissant, le diméthoate, avait de bons résultats contre ce nuisible, mais il a été interdit en 2016. Les autres ne sont pas efficaces à 100%. À la coopérative où Frédéric envoie sa production, comme une vingtaine d'autres producteurs du Lot-et-Garonne, le constat est alarmant, le volume de cerises commercialisées est en chute libre. Cette année, nous avons perdu à peu près 50% de nos volumes par rapport à une année normale. Voilà, donc on a plus de tri, on a plus de personnel. Le coût de main-d'œuvre est estimé à plus de 20% cette année par rapport à une année normale. Voilà, donc on a perdu non seulement du tonnage, mais on perd aussi du temps. Confrontés à ces surcoûts de production et impuissants à endiguer la progression de la mouche Suzuki, certains producteurs ont décidé de jeter l'éponge et d'arracher leurs pieds de cerisier. Les autres en appellent au pouvoir public pour les aider à trouver une solution rapidement. Si rien n'est fait, certains craignent que la cerise française disparaisse quasiment des étals d'ici 5 ans.